Vous souvenez-vous de votre premier verre d'alcool? C'était peut-être lors d'une fête entre amis, lors d'une réunion de famille, lors d'un anniversaire. Peut-être étiez-vous même mineur, peut-être aussi que dans l'allégresse, vous avez fait comme les autres et vous avez cédé à ce qu'on appelle la peer pressure, cette pression sociale, ce mimétisme, bref, vous avez fait comme tout le monde. Tester ses limites et jouer avec le feu, c'est ce que Clémence aime bien faire au collège avec ses amis. L'alcool, elle vit ça comme une aventure, comme un accès à une liberté interdite, au-delà de toute pression sociale et au-delà de toute mesure. Vous écoutez Transfert, épisode 262, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. J'ai une enfance, heureuse avec, des parents, très aimants qui, eux, se sont séparés, mais qui sont restés en très, très bons termes. J'ai un père plutôt rigide, et sévère, mais très aimant, qui en l'occurrence, exerce une profession juridique, donc sa façon d'être, voilà, est structurée, organisée, il y a des règles à respecter. Et à l'inverse, ma mère est plutôt une baba cool, qui, travaille, des petits boulots, qui, est une femme plutôt, laxiste, à l'inverse, du coup, de mon père. Finalement, ma mère, elle nous donne beaucoup de liberté. Elle nous donne de l'autonomie. Elle nous dit régulièrement, «Moi, je vis ma vie», elle nous insuffle finalement, l'indépendance. C'est une femme indépendante et elle souhaite qu'on soit aussi, des filles indépendantes puisqu'elle élève, ma sœur et moi. Et puis c'est une femme, libre. Libre parce que, contrairement à mon père qui s'est, tout de suite, posé avec quelqu'un, elle, elle a butiné. Elle a rencontré, beaucoup d'hommes. Nous aussi, on en a rencontré beaucoup et elle s'affirme en disant que, voilà, elle a le droit de vivre sa vie en tant que femme. Mais du coup, voilà, nous, on acquiert aussi cette, une forme de façon de penser par rapport à ça et d'être. Je déménage beaucoup, parce que ma mère, n'ayant pas une situation forcément très stable, on change, tous les 2 ans quasiment d'appartement. Du coup, je change d'école et quand, j'arrive au collège, je décide que, ce sera la dernière fois que je change d'établissement. Je me fais une petite bande d'amis avec qui, je me sens très bien et avec qui je crée des liens forts. Je suis pas amie avec tout le monde, mais j'ai les 4-5 copines, avec qui je me sens très bien. Quand on sort, des cours, on va avec, les copains, au centre commercial, du centre-ville et on décide d'acheter, une canette pour voir ce que ça fait. Et donc je suis en quatrième, je bois cette, 1re bière entourée de mes amis. On ressent, l'ivresse, la tête qui tourne et du coup, on est très, heureux. On rigole, on est bien, on fait quelque chose en plus d'un peu interdit. On est dans le sous-sol du centre commercial, à côté du parking et c'est très excitant. Je passe jamais un samedi après-midi chez moi et je suis toujours en ville avec, mes copines et à ce moment-là, on décide de boire, des Monaco puisque c'est plus festif et sympa que de boire un Diabolo et donc finalement, le Monaco devient, la boisson du samedi après-midi et puis arrivent, les premières soirées où, on arrive à avoir la maison, des parents. Donc on invite, des copains. Ces copains sont un peu plus âgés et bien sûr, l'alcool doit faire partie de cette soirée et donc on va, tout excité à 14 ans, chercher notre pack, de bière qu'on ramène à la maison et puis on boit cette valise de bière à 4 et toute la semaine après au collège, on dit: «Ah là là, on a bu une valise à 4, c'était trop bien, on était bourrés, c'était trop cool». En fait, je suis assez timide parce que le fait d'avoir, souvent changé d'amis et de connaissances, par, mes déménagements, mes changements d'école,
Je suis pas très à l'aise avec les autres et tout de suite, l'alcool m'aide à créer des relations avec les autres. L'alcool me fait me sentir bien, l'alcool me fait me sentir forte et donc pour moi, c'est un peu la clé de la réussite et tout de suite, je suis plus à l'aise, je prends des initiatives. Les jeunes hommes sont plus âgés que moi, mais je vais vers eux, j'ose, je les touche, je les aborde, je les drague, je les embrasse et tout est facile. Je me sens beaucoup plus forte et heureuse et épanouie. J'ai la sensation que les autres me perçoivent comme une meilleure personne quand je bois de l'alcool. Et en troisième, je décide de demander à mes parents d'organiser une soirée. J'organise, une 1re soirée avec, 4 garçons, 4 filles. Ça se passe très bien, il y a de l'alcool, de la bière, mais aussi de l'alcool fort. On boit, on rigole, c'est sympa, les couples se forment, assez naturellement. Alors, je dis à mes parents: «Ça s'est très, très bien passé, dans 15 jours, vous repartez. Est-ce que je peux, reprendre, la maison?» Mon père me dit qu'il est d'accord. De par cette première expérience qui s'est super bien passée, j'en parle à tout le monde. Je dis: «Voilà, il y a soirée chez moi, ça va être super. Ouais, si tu veux, viens» et cetera et donc j'invite, beaucoup plus, largement. Étant donné que je passe, mes samedis après-midi en ville, tous les gens que je croise, en tout cas, sont plus ou moins au courant et donc ça dépasse le cadre du collège. Donc les amis d'amis, sont informés et arrive, ce samedi, c'est porte ouverte. La maison est ouverte, les gens entrent, la fête bat son plein, il y a de la musique, ça rigole et très vite, je me rends compte qu'effectivement, il y a aussi, voilà, des gens, bon, un peu de passage que je connais moins bien, mais bon, tout se passe bien. Moi, je suis dans ma soirée, je bois, je rigole et puis, je sors avec un garçon. L'alcool, aidant, je suis très, excitée et donc je passe, le cap, d'aller dans la chambre avec ce garçon et de faire l'amour pour la première fois. La soirée continue, je suis bien, je suis heureuse, je me dis que ça c'est fait, je rigole, je continue à boire. Quelques heures, passent dans cette excitation. Je monte à l'étage et là, je croise un autre, jeune homme. Je m'installe dans le lit et ça va très vite. Je ne sais pas exactement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais je décide de faire l'amour avec lui. Et là, quelqu'un d'autre rentre dans la pièce, soulève la couette et dit, «Ah mais c'est pas possible» et la soirée va continuer, mais le lendemain, je suis plus aussi, détendue puisque je réalise que beaucoup de gens vont être au courant du fait que non seulement j'ai perdu ma virginité, mais en plus avec, 2 hommes différents ce même soir. J'arrive au collège, le lundi matin avec le sourire en me disant, «Bon, super soirée, il s'est passé des choses, bon, je sais pas encore très bien comment je vais les assumer». Je me sens pas mal à ce moment-là, je me sens juste un peu, déroutée, c'est quelque chose de nouveau. Je vois, déjà des premiers, regards, des premiers regards accusateurs qui, me dit: «Alors, ouais, soirée et puis, chez toi, non seulement c'est open bar, mais en plus, voilà, ça couche, quoi». On est bientôt à la fin de l'année, donc je laisse courir un peu les bruits, dans le collège et j'arrive au lycée. C'est un nouveau lycée, je connais personne et la première semaine, je marche dans le couloir et j'entends: «Hé, c'est elle la salope!» Je me retourne, je sais absolument pas qui est cette personne et comment elle peut être au courant. Et cette, rumeur qui n'en est pas forcément une, mais en tout cas dont les gens ne savent pas exactement de quoi ils parlent, va me coller à la peau, pendant les 6 mois, la première année de lycée. Face à ces rumeurs, je ressens de la gêne et en même temps, je me dis: «Mais de quoi ils se mêlent? C'est ma vie, je fais ce que je veux, je n'ai forcé personne
Et si, c'était, un mec qui, draguait ou se faisait 2 filles, dans une soirée, il y aurait aucun problème et le fait que ce soit une fille, eh bien, tout de suite, ça devient une salope et donc je ne veux pas me laisser faire et je ne veux pas avoir à rendre des comptes. Au lycée, je fais de la fête tous les week-ends. Je suis tout le temps partie le vendredi soir ou le samedi soir pour aller avec, les copains, les copines au bar, en boîte de nuit. On va les uns chez les autres et c'est vraiment le rituel agréable du week-end. Nos relations, sociales, du coup, sont aussi, tournées vers les gens qui aiment faire la fête comme nous. Finalement, les gens qui boivent pas, ça nous intéresse pas et notre slogan, ça devient: «Sans alcool, la fête est moins folle» et on répète ça à tout bout de champ, en trinquant, voilà, de manière heureuse, à tous les apéros, on trinque. À la soirée, je réalise souvent que ceux qui se couchent tard, c'est les mecs, ceux qui tiennent l'alcool, c'est les mecs et moi, j'ai l'envie de changer les choses, de me dire que, bah, non, il y a pas que les mecs, que moi j'ai envie d'être un mec, en tout cas, si c'est pour ça. J'ai envie de faire partie, des forts, de ceux qui tiennent l'alcool et donc d'être leur égal et moi, j'ai envie d'être la fille qui va tous les coucher. J'ai envie d'être celle qui est là et qui se marre en disant: «Bah, alors, vous tenez pas l'alcool?» et ça, pour moi, c'est une victoire. Ça arrive régulièrement que je boive trop d'alcool et du coup, le réflexe du corps, c'est de vomir. Régulièrement, je vais vomir. Je me reprends, je me dis: «Mais non, mais je peux pas m'arrêter là dans la soirée. On est chez moi, il y a du monde, c'est la fête, je vais pas gâcher la soirée» et donc je reviens, hop, je me resserre un petit verre de whisky coca et je bois. Ça m'arrive aussi d'être là, en train de discuter, de sentir que je vais vomir. J'ai un renvoi dans ma bouche, je me sens mal, mais je ravale et derrière je me resserre un verre. Et comme c'est le cas tous les week-ends, mon corps finit par comprendre que vomir, c'est interdit. Et donc, assez vite, je ne vomis plus. Et je suis au début étonnée, plutôt heureuse de cette situation, mais finalement, avec, l'arrêt des vomissements, commencent les trous noirs. Et les trous noirs, je subis, je me réveille, dans un canapé, dans un lit, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mon corps, ne me dit plus stop, en tout cas consciemment. Il faut qu'il tombe dans l'inconscient pour me dire stop et que j'arrête de boire. Quand j'ai 18 ans, je commence la fac. Ma meilleure amie ne fait pas d'études. Je suis boursière, donc j'ai de l'argent. Je le dépense dans les soirées avec elle. On va au bar, on boit et pour limiter les frais, ben, on drague les clients, on essaie de se faire payer des verres et puis les soirées passent, on commence à être connus dans les bars, donc ça, c'est sympa. On nous appelle par nos prénoms, on dit: «Ah salut, salut». Du coup, on est heureuses, on est reconnues, on est les reines de la nuit et puis, après avoir dragué les clients, on drague aussi les patrons de bar. Parce que finalement, pour avoir des verres gratuits, c'est plus facile et parfois, on me demande la monnaie de ma pièce. C'est-à-dire que j'ai demandé par un regard un peu aguicheur à avoir, un verre, 2 verres, 3 verres et donc le jeune homme qui m'offre cette bière, bah, me demande, un bisou, un câlin, une relation. Un soir, on a beaucoup bu, on est bien, on rigole et on demande à qui veut: «Est-ce qu'il y a un after quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» et donc le patron du bar, nous dit, «Ouais, bah, venez avec moi, il y a une soirée chez moi». On continue un peu la soirée en attendant qu'il finisse, qu'il range son bar. On part en voiture, on va chez lui et déjà dans la voiture, je me dis: «Je sais pas trop où on va, je connais pas du tout ce quartier».
de la ville, je m'inquiète un petit peu. On entre dans l'appartement et sur le canapé, il y a un homme avec le pantalon descendu en train de se masturber devant un film porno. Tout de suite, l'ambiance me glace, je panique. Je me dis: «Bon, OK, en fait, il y a personne dans cet appart à part nous et deux, trois gars». Je dis: «Il faudrait peut-être qu'on s'en aille». Et là, le patron nous dit: «Non, mais vous allez boire un verre, c'est détendu, j'ai du whisky, tout va bien». Je comprends que c'est difficile de faire demi-tour, donc on accepte un verre qu'on sirote pour une fois du bout des lèvres. Ma tête va à 100 à l'heure pour réfléchir à comment se sortir de cette situation que je sens très dangereuse. Je demande à ma copine de faire semblant d'être malade. Je lui dis de s'enfermer dans la salle de bain et de faire semblant de vomir. Comme ça, elle qui est vierge, il ne lui arrivera rien. Et je décide de gérer la situation moi-même. Et donc, je vais voir le patron de bar. On couche ensemble, si on peut appeler ça comme ça. Je suis dégoûtée, écœurée, c'est horrible, c'est horrible. Ça se passe et je me rhabille, rapidement. Quand je cherche mes habits d'ailleurs, il y a un biberon sous le lit, un biberon de lait. Je me dis: «C'est horrible». En plus, il doit avoir un enfant en bas âge, enfin vraiment la catastrophe. Je me rhabille vite fait, je vais chercher ma copine. Je dis: «Bon, bah, allez, maintenant ça y est, on s'en va». On rentre chez nous, on prend un métro à pas d'heure et je rentre chez mes parents. Je me sens violée, là, je me sens il y a pas d'autre mot, je me sens très, très mal, je sais plus quoi faire, comment assumer la situation, je sais pas si je dois en parler et je décide, d'en parler, je vais au planning familial pour en parler. Comme j'emploie pas forcément les bons mots et la bonne explication, on me dit que, on m'aide à relativiser. J'ai sans doute mal exprimé mon ressenti. En tout cas, le résultat, c'est que on m'aide à relativiser ma relation à l'alcool et aux hommes en me disant qu'à mon âge, c'est des choses qui arrivent. Quelques années plus tard, je cherche, du travail et puis ça y est, je décroche mon premier boulot. La semaine, je suis très prise et beaucoup en déplacement. J'ai une vie professionnelle assez dense. Toutes les semaines, je me dis vivement le vendredi soir. Le vendredi soir et le samedi soir, c'est pour les copains. Et finalement, c'est pas que le vendredi soir et le samedi soir, parce que c'est du vendredi soir au dimanche soir plutôt. On se retrouve tous les vendredis soirs chez les uns, chez les autres pour discuter, refaire le monde, rigoler, danser, jouer à des jeux de société. On n'a que ça à faire. On n'a pas de loisirs, on n'a pas de choses, autres à faire que d'être ensemble et de profiter, d'être, là, tout simplement. J'ai 26 ans, je suis très engagée dans une, association pour mettre en œuvre des projets, pour la ville et je rencontre plein de nouvelles personnes, de cercles totalement différents qui ne me connaissent absolument pas et que je ne connais absolument pas. Je fais la connaissance de plusieurs, personnes, de plusieurs hommes qui sont intéressants et je croise plus particulièrement un homme qui m'interpelle, me drague et m'invite, à déjeuner. C'est comme ça que je fais la connaissance de mon chéri. Mon chéri, il sort d'une histoire longue, il a 2 enfants. C'est vraiment quelqu'un de réfléchi, de mature. C'est quelqu'un, tout de suite, que j'admire beaucoup, que je sens solide, fort et qui me rassure, où je sens que je peux être moi-même et donc pas forcément uniquement la femme forte. Pour lui, cette rencontre, c'est aussi une deuxième jeunesse, donc finalement, il épouse totalement ma façon d'être et de vivre à ce moment-là.
On sort, on rigole, on passe des soirées, on boit, on fait l'amour, on est bien. Je rentre de Guadeloupe à ce moment-là, j'ai ramené, 10 litres de rhum et nos premiers mois sont rythmés aux petits punch, qu'on se boit ensemble et qui nous font, rigoler et être dans le même état d'esprit. Un soir, je sors sans lui, on habite, ensemble, je le laisse pour aller dîner avec des amis. Après le dîner, j'hésite et puis finalement, j'ai envie de faire durer la soirée. Alors je quitte mes amis et je vais au bar et je suis toute seule, mais je suis au bar, je suis bien. Je discute avec tout le monde, je bois des verres, je me mets à l'aise, je suis de mieux en mieux et puis, en fait, j'ai plus trop de souvenirs de la fin de soirée. Je me réveille, je suis dans mon lit avec mon chéri, je suis bien, je me tourne vers lui pour lui faire un câlin et là, il me rejette. Je retente et il me dit: «Mais, tu fais quoi là?» Je sens le froid glacial entre nous. Je lui dis que je comprends pas. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit: «Bah, tu te rappelles de rien?» Je fais: «Ben, non, de quoi je devrais me rappeler?» Et là, il me dit: «Bah, tu as ramené un mec hier soir, comme ça à la maison, là, dans notre salon, tu étais en train de discuter. Je me suis levée, tu étais en train de discuter». Là, j'écarquille les yeux, le néant, le trou noir, m'apparaît, évident et en même temps, c'est mon corps à moi, là, qui devient un gros vide, un brouillon, une tornade et en même temps, je suis paralysée. Je suis toujours dans le lit, je bouge pas et je me dis: «Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?» Lui sort de la chambre, il va prendre son petit déj, se préparer, je sais pas, je pleure, je peux plus bouger. Je ressens ce désespoir et je crois que lui ressent aussi mon désespoir car finalement, au bout d'une heure et demie, il vient me prendre dans ses bras et me dire: «C'est pas possible de se mettre dans ces états-là. Tu comprends? C'est trop ça fait trop mal, c'est dangereux. En plus, mes enfants auraient pu être là. Tu peux pas ramener un inconnu comme ça à la maison, c'est pas possible». Je lui dis: «Je me sens nulle. Je sais pas comment réagir, je sais pas quoi faire, je vais changer, je vais ça se reproduira plus, je veux plus, excuse-moi». J'ai du mal à trouver les mots pour, savoir vraiment comment faire en sorte que ça se reproduise pas. Je suis encore en train de me dire: «Comment ça a pu arriver? C'est pas possible, mais non, il faut que je change là, c'est pas possible, je ne veux pas mettre en péril notre, relation. Il faut absolument que je fasse des efforts dans ce sens». Et suite à ça, à chaque sortie, on a cet échange de regards ou de mots pour se dire: «Ça va aller ce soir ou pas?» Et moi, je lui réponds toujours: «Oui, ça va aller». Sauf que c'est pas toujours le cas. Parfois, parce que justement, j'ai envie de lui montrer que j'en suis capable, qu'il y a pas de problème, que je maîtrise. Je sors seule ou avec des amis, je regarde ma montre, je me dis: «OK, là je bois un verre, après je bois 2 verres d'eau. Là je bois un verre, là je bois 2 verres d'eau. Allez là je rentre, comme ça là il est tôt, j'ai pas trop bu, je suis dans le bon état, je vais lui montrer que je sais faire». Et puis la soirée d'après, je suis fatiguée, j'en ai marre de ma vie, je sais pas, je suis débordée, il y a le boulot. Il y a tout, il y a la logistique, il y a l'asso, il y a les enfants, il y a plein de choses. Je suis juste fatiguée, j'ai juste envie de décrocher, je suis contente là, je suis bien, c'est ma soirée, c'est mon moment donc voilà, je bois une bière, j'en bois 2, j'en bois plus et puis ça recommence. À 30 ans, je suis enceinte de mon premier enfant. 9 mois d'abstinence, la vie est belle. Je me sens bien, je me sens heureuse. J'ai l'impression que j'ai attendu ça toute ma vie.
Je suis une, jeune femme enceinte épanouie et l'arrivée de notre premier enfant se passe super bien et notre vie aussi. 3 ans plus tard, on accueille notre deuxième enfant. La grossesse se passe bien, mais l'accouchement et la fin est un peu plus compliqué. Toujours est-il que je suis maman infirmière pendant 6 mois après, sa naissance et quand je reprends le travail, je suis épuisée. Il y a le travail, nos 2 jeunes enfants, les plus grands, la logistique, la vie de famille, les difficultés des uns et des autres du quotidien, qui font que, je me sens, épuisée, à bout, j'ai besoin d'air, j'étouffe. Je l'exprime comme ça à mon chéri: «Il faut que je parte, j'ai besoin de soirées où je suis, ailleurs» et donc je repars dans ces soirées pour lâcher prise, pour être bien, pour n'avoir rien à penser. Je ne veux plus avoir rien à penser. Je veux juste boire, être bien, rigoler, prendre le soleil, rire, danser, parler avec mes amis, parler de tout et de rien, ne plus être mère. Je vais au bar, je dis pas que j'ai des enfants, je m'invente une vie, j'ai juste envie d'être quelqu'un d'autre. En 2020, en mars 2020, le confinement arrive. Je le prends au départ comme, des grandes vacances, avant d'être un peu plus touchée et la vie de famille, s'installe et finalement le besoin du petit remontant et donc de la boisson, du verre de bière, de vin ou d'autres choses, chaque soir, de la semaine. C'est la première fois de ma vie que je bois tous les jours. De nouveau, le besoin de prendre l'air, me prend. Je saisis une occasion d'une soirée, pirate pour, aller rejoindre, des amis. Je suis en soirée chez des gens, que je ne connais pas avec quelques amis. La soirée est très sympa, très intéressante. On boit un peu, on parle. J'ai envie de parler des violences faites aux femmes et j'interroge, les femmes en face de moi qui, me parlent et m'avouent facilement qu'elles ont, subi des violences. Je leur dis que moi aussi et ça me touche particulièrement de me rendre compte que c'est facile d'en parler si on pose la question et puis on referme cette conversation pour, faire la fête parce qu'on est là pour faire la fête. On chante, on danse jusqu'à ce que je me souvienne plus tellement de la fin de soirée. Je me réveille le lendemain matin avec un sentiment de stress, d'appréhension. Je suis assez inquiète parce que j'ai mal. Donc, je vais dans la salle de bain, je vois que j'ai une grosse blessure au dos, une croûte d'une dizaine de centimètres. Je me dis que j'ai dû tomber. Je ne sais pas comment ni où. Je vais vérifier que mon vélo est bien là. Il est dans le garage. Je vérifie mes affaires. A priori, elles sont là. Et j'emmène mes enfants à la bibliothèque. Et en partant, là, à 10 heures le matin, je trouve sur le trottoir mes clés, mon sac et une autre affaire. Je les ramasse discrètement en me disant: «Oh, j'espère que mon mari a pas vu». Je vois qu'il y a aussi mon cadenas de vélo. Là, je réalise qu'il manque un bout. Je trouve une excuse pour, reprendre mon vélo et faire le trajet du retour, vérifier que j'ai pas perdu d'autres choses sur la route. Je trouve rien, je rentre, je fais semblant de rien, je mets tout ça un peu, sous le tapis. Je dis que que je me suis, blessée, au dos, mais que je sais pas, ça enfin oui, j'ai un peu trébuché, ça va aller, et je suis pas fière de moi. Je me dis que j'ai dû tomber, chuter à vélo ou avant.
ou dans la maison, dehors, dans le jardin, il y avait comme je suis très écorchée, il y avait des meubles en bois. Je pense que je suis tombée sur un meuble et que ça m'a arraché, la peau. J'ai peur. J'ai peur de moi et je culpabilise énormément. Un soir où tout va bien, mon mari décide d'avoir une discussion avec moi et me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre couple et pour lequel il m'en veut, vraiment. C'est mon comportement et ma relation à l'alcool. Ma première réaction, je me dis: «Oh mais ça va, c'est quand même pas non plus, tous les jours, tous les week-ends, je fais ce que je peux, j'essaye de tenir le coup, j'essaye de pas trop boire, mais parfois ça m'arrive, je nous mets pas en danger, j'ai la sensation, d'être de mieux en mieux». Il me dit que non, c'est pas possible, que dans ces cas-là, je suis pas la femme qu'il aime, que je me détruis, que je nous détruis, que je nous fais du mal et que non, c'est pas un comportement normal, que, il faut rétablir un équilibre dans le couple et préserver, notre amour et donc que ça peut pas continuer comme ça. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de maintenir cette belle harmonie entre nous, cette famille merveilleuse que j'ai et cet équilibre, ce confort qui me rend heureuse. Je suis heureuse, j'ai tout pour être heureuse et donc je me rends compte que par mon comportement et cette relation à l'alcool, je suis en train de casser ce que j'ai tant rêvé. En mars 2022, on est tous à la maison et avec, mon mari, on attend ma mère qui doit venir, passer la soirée chez nous. On prend l'apéro, elle arrive et puis, on reprend l'apéro, on s'organise, pour le dîner et elle nous dit: «Non mais allez, profitez-en tant que je suis là, allez passer votre soirée, tranquille tous les 2 en amoureux, allez-y». Alors nous, tout contents, on saute sur l'occasion. On part, du coup, à pied, après avoir bu nos quelques, verres déjà, 3 pour moi. On part, en ville, en papotant sous le soleil, tout heureux. Je propose d'aller au bar, avant d'aller au restaurant. On va au bar, on prend un verre, 2 verres. En fait, à chaque fois, moi, j'en bois 2 pendant qu'il en boit un. Il est 10 heures. On décide d'aller, dîner. On va tous les 2 au petit restaurant rapide, à côté du bar et j'ai un bref souvenir de quelques secondes. Après, rien. Lui me raconte le lendemain qu'il a dû me traîner, qu'il a dû me porter, qu'il a dû me supporter pendant ces quelques heures, qu'on est rentrés, que j'ai gâché la soirée. Il me dit que c'est plus moi qui suis là, que c'est un fantôme, que je suis inintéressante, je suis un cadavre et qu'il comprend pas comment je peux me mettre dans cet état, comment je peux, voilà, gâcher la soirée, à ce point-là. Il me le raconte par un courrier que je trouve le lendemain matin en me réveillant et à la fin, sur ce courrier, il y a marqué qu'il ne supportera plus. C'est fini. Il faut que ça change, pour de vrai. Je lis ce courrier, de nouveau je pleure, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir au sens où je suis vraiment désespérée, je me sens tellement nulle. Alors ça dure un quart de seconde, j'ai pas envie de me suicider, mais j'ai envie de mourir pour disparaître, pour être juste, me dire: «Mais comment je peux encore une fois tout gâcher, pour rien, au final pour rien?» Je prends immédiatement rendez-vous chez le psy. Le soir même, à 21 heures, je suis chez une psy
parce que ça peut pas attendre, parce que je sais que si j'attends, demain, je vais changer d'avis. Je vais me dire que ça va aller, que je vais oublier. J'écris sur un petit bout de papier qu'il faut que j'arrête de boire pour ne pas l'oublier, le relire. J'explique à la psy ce que j'ai, ce que je ressens, comment je me sens. Elle ne me demande pas de prendre une décision ou une autre. Je comprends que ce choix m'appartient et je vais voir mon mari et je lui dis: «J'ai pris une décision, mais il va vraiment, vraiment falloir que tu m'aides». Je lui dis: «J'ai décidé d'arrêter de boire, mais totalement, zéro alcool». Et finalement, il me dit qu'il ne me demande pas ça, mais que c'est la bonne décision et que évidemment, il va me soutenir et que ce n'est pas juste moi qui suis malade, mais aussi globalement la société et notre entourage, notre environnement qui nous incite, facilite, propose de boire ou d'avoir accès à cette consommation d'alcool et que donc c'est aussi pour ça que c'est difficile pour moi, qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool et que donc oui, arrêter de boire est une bonne solution parce que ça me ferait redevenir la jeune femme intelligente et intéressante qu'il aime. Je prends la décision d'arrêter de boire, mais dans 15 jours, c'est mon anniversaire. J'ai déjà prévu une petite soirée avec ma famille. J'ai spécifiquement demandé à ma mère d'amener 2 bouteilles de champagne. Je décide donc que ce seront mes derniers verres d'alcool. Je fais déjà l'effort de boire un verre seulement ce soir-là, le lendemain et le surlendemain, puisque j'avais 3 occasions de le fêter. Je décide qu'ensuite c'est terminé. Je vis l'arrêt de l'alcool comme un deuil et je le vis mal, en partie parce que c'est associé à la fête. Je ne veux pas faire le deuil de la fête. Je l'associe à la jeunesse. Je ne veux pas faire le deuil de la jeunesse. J'ai l'impression de renoncer à plein de choses. Je vais vraiment vers l'inconnu. Le week-end arrive, mes potes m'invitent au bar. Je leur dis par téléphone déjà: «Je ne veux pas qu'on se retrouve au bar. J'aimerais qu'on aille au restaurant». Arrivé au restaurant, je leur expose que j'ai arrêté de boire et ses amis assez proches, avec qui j'ai passé énormément de soirées, ils sont très encourageants. Ils me disent que c'est une bonne décision et qu'eux-mêmes se sont posé la question. Je parle très facilement de ce comportement addictif avec, l'alcool. C'est les mots que j'emploie. Je dis que j'ai un problème avec l'alcool et je souhaite reprendre le contrôle de ma vie. Finalement, les langues se délient. Tout le monde m'encourage et me parle de leur propre situation, de leurs proches. Ça me conforte dans le fait que j'ai le droit, que je vais pouvoir y arriver et que je vais pouvoir y arriver en conservant mon entourage et mes amis. Parce qu'en fait, c'était le stress énorme que je pouvais avoir, c'était: «Mais est-ce qu'il faut que je change de vie pour arrêter l'alcool? Est-ce qu'il faut que je change d'amis, d'amitié, d'activité, d'occupation pour arrêter l'alcool?» J'ai besoin d'une phase de transition. Je vais moins sortir, je réponds moins aux sollicitations parce que j'ai d'abord besoin de me confronter à moi-même, à mes envies ou pas envies, aux tentations. Est-ce que je suis tentée? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie ou pas envie? Qui fait que je vais résister? Et du coup, j'ai d'abord besoin de baliser seule le chemin pour, l'abstinence. Mes premières soirées après l'arrêt de l'alcool, je me prépare mentalement pour me dire: «Comment je vais faire? Comment ça va se passer?
J'ai envie de passer une bonne soirée, donc déjà, j'y vais dans une bonne, optique, motivation, optimisme. J'ai pas envie d'être éteinte, j'ai pas envie d'être discrète, j'ai envie de vivre pleinement ma soirée et du coup, je danse, je bouge. Finalement, je lance plein de sujets de conversation. J'ai peur de oui, d'être peut-être moins intéressante, moins drôle, mais en même temps, je crois que ça peut être l'inverse justement. Donc j'essaye d'être, moi-même sans la timidité et sans l'alcool et ça fonctionne. Peu de temps après, on va aussi à une soirée, déguisée, dansante où en général, on commence à être vraiment dedans à minuit. Moi, à 9 heures, je suis sur la piste, j'enflamme le dance floor, je ris, et je suis dedans. Je suis avec les autres. Je me rends compte que j'ai un verre à la main, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a de l'alcool ou pas d'alcool? Finalement, ça passe aussi souvent inaperçu et ça me rassure parce que je me dis que, bah, ouais, en fait, ça peut être assez facile. Ça peut le faire, quoi. Quand j'ai décidé d'arrêter de boire pour une durée indéterminée. Et indéterminée, pour moi, quand même, dans mon cerveau d'addict, ça voulait dire peut-être qu'un jour je pourrais reprendre. Au bout de 8 mois, c'est aussi le moment où tout mon entourage est habitué au fait que je ne boive plus et ne m'encourage plus. Finalement, c'est devenu un fait. Pour mon mari et mes amis, c'est normal que je ne boive pas. Pour moi, c'est pas encore normal, c'est une lutte de tous les jours. Tous les jours, je me pose des questions, tous les jours, je me dis: «Non, ne bois pas». Tous les jours, je rêve la nuit que je bois de l'alcool. Donc je ne suis pas défaite de cette addiction et je ressens un besoin de soutien que je ne sais pas où trouver. J'ai déjà entendu parler des groupes de parole et je décide de m'y rendre. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais il faut oser pousser la porte. Je vais à cette première réunion. C'est la première fois que je prononce le mot alcoolique. Je suis alcoolique, abstinente, mais alcoolique. Et au fur et à mesure de ces groupes de parole, je comprends que moi aussi, il faut que je tienne. Il faut que je tienne parce que j'ai envie de garder ce que j'ai gagné, cette confiance de mon mari, cette sérénité avec mes enfants, mon bien-être, physique et quotidien de tous les jours. Je vais picorer 2, 3, 6 réunions. J'y vais très ponctuellement, juste quand j'ai envie, quand j'ai besoin. Je prends pas un abonnement, je veux juste, un peu de soutien le jour où j'en ai besoin. Je n'ai aujourd'hui aucun regret d'avoir arrêté l'alcool. Je me sens tellement mieux, tellement bien, tellement forte, tellement fière aussi de ce chemin parcouru, d'être, sortie la tête haute et de pouvoir aujourd'hui, rire et partager les plaisirs de la vie avec mes amis et ma famille en toute sérénité. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 262, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours.
Chargée de pré-production et dérochage, Astrid Verdun. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Kuskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.